Bien, on va accueillir maintenant Merci beaucoup. Guénaël Mahé. Donc on accueille maintenant Guénaël Mahé, équipe relais handicap rare, et Charlotte Evin, SAMSA SAVS APF de Bretagne. Nous les remercions d'être venus jusqu'à Lyon pour nous parler d'un projet intéressant pour les maladies neurodégénératives, mais aussi pour d'autres pathologies, la communication augmentée, projet Stéphanie. Bonjour. Bonjour à tous. Après l'intervention du docteur Boyer, nous allons être sur un outil un peu plus fonctionnel, on va dire. Donc, un outil concernant la communication augmentée et qui se prénomme le projet Stéphanie. On va peut-être passer. Donc, dans un premier temps, je laisse la parole à ma collègue qui va se présenter. Donc moi, je suis Charlotte Evin. Si j'interviens aujourd'hui, c'est parce que je suis adjointe de direction en Bretagne, et je suis responsable d'un SAVS, d'un SAMSA et d'un pôle ressources. Et au sein du SAMSA, en fait, depuis 2014, on travaille avec le RHR Bretagne, et on accompagne en fait des personnes qui ont la maladie de Huntington depuis donc plus de 8 ans. Et on a participé donc à l'évolution de ce projet et de cet outil de communication facilité. Donc moi, je suis Guénaël Mahé, je suis pilote de l'équipe relais handicap rare Bretagne. Donc c'est un dispositif régional. Il y en a 13 en France et qui est là pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap rare, d'accompagner et notamment sur la coordination des parcours complexes au regard des personnes en situation de handicap rare, d'apporter également un soutien aux acteurs de terrain en mettant en place des expertises ou mise à disposition d'associations de patients ou de professionnels vraiment experts et pointus sur du handicap rare, et également œuvrer dans la mise en place d'expérimentations, d'innovations, comme le projet Stéphanie dans lequel on va vous présenter ce matin. Alors, avant de commencer et avant d'oublier, je voulais vraiment remercier les personnes qui faisaient partie de l'expérimentation, à savoir APF France Handicap 22, donc des Côtes-d'Armor, la maison d'accueil spécialisée de Léon Coalia, également dans les Côtes-d'Armor, et la MAS de Rospordin, ainsi que 2 représentations de l'association Maladie Huntington France, des représentants du 22 et du 56, Monsieur Le Fallère, Monsieur Dupuis, qui ont vraiment œuvré dans ce projet. Donc le projet Stéphanie, un outil orienté vers les personnes souffrant de la maladie Huntington. En effet, c'est un outil qui a vu le jour dans les Côtes-d'Armor, dans une maison d'accueil spécialisée, où ils se sont questionnés sur les conséquences de la maladie se traduisant par les limitations dans les domaines cognitifs, moteurs et sensoriels. Donc, comme je disais précédemment, le projet a débuté dans le pays costarmoricain, avec une jeune fille qui s'appelait Stéphanie, qui est décédée aujourd'hui. Et c'est une jeune fille qui est arrivée assez tôt à la maison d'accueil spécialisée de Léon, quelqu'un qui était très dynamique, porteuse de projets, avec beaucoup d'occupations, avec beaucoup de centres d'intérêt. Et l'équipe a rassemblé un maximum d'informations très précises, un recueil d'informations exhaustif pour lui proposer des activités adaptées. Et en 2009, l'ergothérapeute et le représentant de l'association Huntington France se sont mis en lien avec une start-up qui présentait un outil d'aide à la communication. Et Stéphanie a été la première à l'utiliser. Donc, ils l'ont proposé. Alors, d'où vient justement le projet ? Donc, ils l'ont proposé aussi à d'autres personnes souffrant de cette maladie dans cette masse, mais ils se sont aperçus au regard de l'évolution de certains souffrants de cette pathologie, qu'il fallait aussi savoir à quel moment on proposait un outil comme une tablette et un outil numérique où des personnes n'étaient pas en capacité de le mettre en application.
Donc en 2018, l'expérimentation plus approfondie avec la participation de 3 équipes professionnelles du médico-social, une phase de 18 mois d'expérimentation ont permis d'avoir une évaluation capacitaire des personnes, mais également avoir des protocoles retenus. Donc pour des raisons d'évolution technologique, de propriété industrielle, l'outil développé n'était plus diffusable en tant que tel. Et nous nous sommes mis avec l'équipe Relais Handicap Rare en lien avec le centre de CarePap. Donc le centre de CarePap est un centre de rééducation à Lorient qui dispose d'un laboratoire électronique et d'un centre d'innovation composé de plusieurs ingénieurs. Et il développait justement des outils numériques, notamment d'assistance à la communication. Donc le principe était de reprendre le contenu de la tablette qu'on va vous présenter avec un logiciel différent qui se prénomme Life Companion. Et surtout l'intérêt en fait de ce logiciel était qu'il était en open source et gratuit. Donc de 2020 à 2002, l'expérimentation s'est poursuivie avec les 3 établissements et l'équipe Relais Handicap Rare afin d'avoir une évaluation qu'on pourra vous présenter aujourd'hui. C'est peut-être là. Voilà ça. Donc la genèse du projet. Donc Life Companion, la solution numérique, donc c'est un assistant numérique pour l'aide à la communication, pour l'accès à l'informatique. Donc au-delà des personnes souffrant de la maladie Huntington, c'était aussi une aide pour des personnes dyscommunicantes, pour les aider à utiliser un smartphone, pour les aider à utiliser un ordinateur. Et surtout, et ce qui nous a intéressés dans ce projet, c'était un outil personnalisable, du sur-mesure et adapté en fonction de chaque personne et en fonction de leurs besoins spécifiques. Et comme je vous le disais, un partage gratuit et un open source pour le développement et pour la connaissance des personnes, des aidants, des professionnels qui pouvaient accompagner des personnes souffrant de la maladie Huntington. Donc l'assistant numérique s'adresse à qui ? À des jeunes patients dyscommunicants, à des adultes avec le trouble du spectre autistique et notamment une mise en place d'outils d'emploi du temps. Donc quelque chose qui est vraiment très séquencé. C'est des personnes qui ont besoin de rituels. Donc ça force aussi à ce qu'il y ait du lien entre les professionnels, entre les aidants, mais les usagers, les personnes atteintes de la maladie Huntington et surtout leurs aidants. C'est-à-dire un trait d'union, une interface qui permet d'avoir de l'échange et un média entre les professionnels, une personne qui est en masse, mais qui rentre chez elle au domicile. Cette tablette peut avoir de la continuité dans la prise en charge de la personne souffrant de la maladie. Donc les objectifs principaux de cet outil, c'est surtout de contribuer à certaines limitations en donnant aux personnes atteintes une possibilité de continuer à décider, faire son choix, à exprimer aussi leurs désirs, leurs émotions avec des émoticônes, d'évoquer leurs souvenirs. Donc la tablette numérique, c'est aussi une mémoire supplétive, c'est-à-dire par anticipation, de mémoriser, de capitaliser des souvenirs avec des photos, des pictogrammes, des choses qui leur parlent quand on parle de sur-mesure et de développement aussi d'un outil personnalisé. C'est grâce à la tablette où ça permet d'avoir de la continuité dans les personnes. Et surtout, une tablette à destination des personnes souffrant de la maladie Huntington, mais afin d'anticiper la perte d'autonomie. Donc là, on va vous développer plus spécifiquement ce que c'est la tablette et je vais laisser ma collègue prendre le relais. Donc, comme l'explicitait Guénaëlle, voilà, l'outil a évolué. C'est parti donc du projet Stéphanie avec Stéphanie qui était à l'origine, d'où ce nom, pour arriver aujourd'hui sur un des volets de Life Companion, parce que ce qu'expliquait Guénaëlle, c'est qu'effectivement, quand on est allé voir CarePap, ils étaient déjà en train de développer un outil qui pouvait répondre à nos besoins avec toutes les raisons que tu as données. Et nous, on avait déjà développé aussi toute une partie spécifique à la maladie de Huntington. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de faire rentrer le tout dans ce nouveau dispositif qu'était Life Companion. Donc nous, essentiellement, on s'en sert
encore aujourd'hui, donc sur tous les besoins de communication au quotidien. Donc ça s'adapte au niveau des personnes, soit avec des pictos, soit avec des photos, soit pour celles qui peuvent encore s'exprimer par des mots. Pour celles qui sont plus en difficulté, avoir une communication par le oui-non ou orthographique, avec des systèmes d'interaction qui vont être soit sur le balayage, soit sur les contacteurs. Un entretien des souvenirs et journal de vie. Alors ça, c'est très important, effectivement, pour garantir à la personne le fait de pouvoir s'exprimer, en fait, jusqu'au bout, de pouvoir rentrer les films qu'on aime bien, les sorties qu'on aime faire, les tenues qu'on aime bien porter. Voilà, le fait de pouvoir enregistrer tout ça et de pouvoir montrer à un soignant, à un professionnel, à un aidant, c'est comme ça que je veux m'habiller aujourd'hui, c'est cette tenue-là que je veux. Ou quand on a pu l'initiative, la capacité de pouvoir avoir envie de faire des choses, et ben voilà, que l'entourage soit en capacité de proposer ce que la personne aime faire et pas proposer ce qu'il a envie de faire parce que de toute manière il faut l'accompagner. C'est le problème des AES. Des accompagnants du quotidien à domicile, c'est souvent ça. Si la personne n'exprime pas de choix, elles vont aller plutôt vers les activités qu'elles auraient envie de faire, elles, sur du temps de vie social. Là, au moins, il y a un capital pour pouvoir proposer des choses. Et il y a toute une partie d'exercices, d'activités et de séquences qui permet à la personne de s'entretenir un petit peu comme on fait des ateliers mémoire Alzheimer. Il y a la même chose. Et sur la partie du volet Life Companion, il y a d'autres outils qui sont développés pour les troubles autistiques qui seront super utiles au niveau de la maladie de Huntington, notamment sur les problématiques de temps qui passe. Quand on a une séquence qui se déroule en disant il y a tant de temps pour faire telle activité et à la fin on passe à une autre, ça peut être hyper intéressant pour les patients qui ont la maladie de Huntington. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Donc l'expérimentation qu'il y a eu en Bretagne, c'est 6 personnes qui ont été équipées. Donc au niveau de la tablette Huntington, voilà comment un petit peu ça se présente. Donc avec ou sans les contacteurs, donc avec la possibilité d'avoir la communication, les albums, le oui-non, les exercices, le clavier. Je suis désolée, le journal de vie. Je crois que je vais boire un coup. J'avais prévu le coup. Habitué. Donc au niveau des fonctions d'aide à la communication, donc il y a la possibilité de communiquer de façon orthographique, avec la possibilité d'adapter d'adapter le clavier par ordre alphabétique, en AZERTY, ce qu'on veut. La communication pictographique. Désolée. Arborescence de vocabulaire personnalisable avec pictogramme ou photographie. La communication phonétique, la possibilité de pouvoir s'accrocher à des phonèmes, à des syllabes déjà existantes. C'est très utilisé par les enfants au niveau de l'apprentissage. Et il y a la possibilité de croiser et de pouvoir faire et de l'orthographique, et du pictographique, et du phonétique. Par exemple, alors, c'est assez rigolo. La personne qu'on a accompagnée, nous, la première sur cet outil, elle s'appelait aussi Stéphanie. Et Stéphanie, on l'a eue très très tôt dans l'évolution de sa maladie, accompagnée par le SAMSA. Et du coup, on lui a proposé très très vite l'outil. Et c'est une personne qui force l'admiration, vous la verrez un petit peu dans la vidéo, qui a enregistré tous les mots. Elle a mis sa voix sur l'outil. Ce qui fait que quand elle montre quelque chose, c'est elle qui parle. C'est elle qui raconte, c'est sa voix qui est présente. Et c'est vraiment génial. Pour elle, on voit le plaisir qu'elle a à s'entendre alors qu'elle ne peut plus parler. Et donc elle a enregistré tout ça toute seule. Elle a pris du temps, parce que ça prend du temps d'enregistrer tout le vocabulaire qu'on peut rentrer dans la tablette, mais c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Donc au niveau de la mise en place et du fonctionnement, voilà, il est totalement personnalisable. On peut avoir le j'aime, j'aime pas,
On peut montrer ce qu'on a mangé parce qu'on a envie de pouvoir le communiquer, par exemple, à l'entourage. On peut personnaliser les albums, on peut personnaliser vraiment... Je crois que c'est inarrêtable, c'est-à-dire que franchement, ça s'adapte vraiment aux besoins des personnes et c'est une vraie richesse. Ce qui est intéressant, c'est que les ingénieurs de CarePap, du Centre d'innovation, sont en lien également avec les ergothérapeutes, les orthophonistes, pour justement à chaque fois travailler les paramétrages ou trouver d'autres alternatives de communication, trouver d'autres outils, des pictogrammes qui s'adaptent vraiment aux besoins des personnes accompagnées. En fait, il y a un paramétrage de base, et ce paramétrage de base, après, est adapté au fur et à mesure. Alors, oui, effectivement, il y a des utilisateurs experts qui vont être dans le paramétrage. La personne rentrée dans son paramétrage, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, CarePap propose du soutien aux ergothérapeutes qui amèneraient l'outil. Alors, par rapport à cet outil, il faut avoir une tablette Microsoft. C'est du Windows. Donc c'est un matériel grand public quand même, mais qui coûte plus cher qu'une tablette Android de base. Pour l'instant, le développement sur Android n'est pas faisable puisque ça demande énormément d'argent. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas les fonds pour développer ça, mais ça reste quand même en open source. Donc la possibilité, dès qu'on a une tablette Microsoft, de pouvoir... et on a travaillé aussi sur des argumentaires auprès de la MDPH pour justifier du surcoût handicap d'un achat d'une tablette Microsoft plutôt qu'un achat d'une tablette Android pour avoir cet outil de communication. Donc il est accessible en direct, tactile ou en défilement avec des contacteurs. Le contenu est donc personnalisé par les professionnels, les aidants ou les malades. Et en fait, on a, dans le cadre de l'expérimentation, créé des clubs utilisateurs où on a fait se rencontrer les personnes qui ont la maladie, les aidants et les professionnels pour partager leur expérience autour de cet outil en présence des personnes qui étaient en train de le développer pour pouvoir justement continuer à progresser sur cet outil. Donc au niveau de l'usage et du matériel, donc la configuration est réalisée par différents professionnels. Donc ça peut être, donc nous au sein du SAMSA on a des ergots, donc c'est les ergots qui le font. Ça peut être une orthophoniste libérale. On a des contacts avec des orthophonistes libérales. Ça peut être après des personnes qui se sentent un peu à l'aise avec l'outil informatique. Ça peut être un éduc, ça peut être un aidant. À partir du moment où c'est comme tout, si on fouille un peu et qu'on s'y met, on peut quand même se l'approprier assez facilement. Et en fait, l'avantage aussi pour la configuration, c'est que on peut le faire à distance. On peut préparer une configuration et la transférer après sur la tablette. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de priver la personne, entre guillemets, de son outil de com le temps qu'on fasse l'évolution. Parce que, alors, une fois qu'ils l'ont, ils ne la lâchent plus. Ils sont très, très malheureux si on leur enlève cet outil qui devient un outil du quotidien pour eux. Donc, oui, ça, on l'a déjà dit. Donc au niveau des interfaces accessibles, de l'accessibilité, donc voilà, c'est adaptable à un usage, donc soit avec une souris, un écran tactile, des aides techniques de déplacement de curseur, donc trackball, head tracking, eye tracking, mais aussi en défilement, automatique avec un contacteur ou manuel à 2 contacteurs. Donc il y a la reconnaissance des clics longs et il y a la possibilité de faire du paramétrage avancé par rapport à tout ça. Donc il y a des interfaces aussi accessibles sur le plan visuel. Donc chaque paramètre visuel, donc taille, police, placement, peuvent être finement et individuellement définis pour répondre aux différentes capacités visuelles des personnes. Un retour sonore peut également être mis en complément. Donc vous voyez bien, on peut être sur des versions contrastées. L'utilisation des pictos peut être complètement personnalisée. On peut importer des pictos personnalisés. On peut, voilà. Donc c'est vraiment accessible de ce point de vue-là. Donc on a un doublon. Excusez-moi, oui. Est-ce qu'éventuellement ça peut être utilisé avec la vision ou pas? Avec les yeux, être oui. sélectionné? Ouais. Oui, eye tracking, c'est possible. Ah, c'était ça, d'accord, ouais, pardon. Ça. C'est du jargon technico-technique, mais c'est ça en fait.
Il y a vraiment cette possibilité, et je pense qu'il y a cette volonté vraiment de CarePape dans l'innovation et la recherche. Même s'il y avait un souci avec une aide technique, je pense que si vous les appelez, s'il y a une adaptation à faire, ils sauront peut-être vous aiguiller ou vous aider à trouver la solution qui pourrait répondre au mieux. L'intention, c'est vrai, c'est d'inciter les personnes, en tout cas souffrant de la maladie Huntington, à anticiper cet usage avant l'évolution de la maladie. Mais quand elle évolue, l'idée étant vraiment toujours de paramétrer et d'affiner à chaque fois les pictos ou les outils, que ce soit par les contacteurs, par la vision, par l'oralité, pour être à chaque fois et à ce qu'ils puissent toujours s'en servir malgré l'évolution de la maladie. Quand on a fait l'expérimentation, en fait, on avait défini trois types, on va dire, de 3 stades par rapport à l'évolution de la maladie, qui était un peu subjectif, mais qui avait le mérite d'exister, pour justement voir la pertinence, à quel moment proposer l'outil. Et en fait, c'est un peu, on échangeait dans la file d'attente avec la personne qui va intervenir cet après-midi sur les directives anticipées. La tablette, c'est un peu ça aussi. C'est plutôt on la présente comme un outil qui va venir favoriser les choses et soutenir les choses, plutôt que quand ça arrive au moment où il y a la perte, ou au moment où il faut se décider, au moment où c'est compliqué, l'acceptation va pas être la même. Si en plus on rajoute les ralentissements cognitifs ou les conséquences cognitives de l'évolution de la maladie, l'acceptation va pas être la même. Alors que si on l'amène vraiment le plus tôt possible au niveau, la personne va pouvoir en faire ce qu'elle veut en fait, et elle va vraiment pouvoir avoir le temps de la remplir. Et c'est vraiment ça, on va dire, la vraie plus-value, au-delà de l'utilisation du quotidien, qui est une grosse plus-value, mais le fait que la personne soit actrice et le porte, c'est le plus important en fait. Donc en bref, un petit résumé, cette tablette, ça sert à quoi ? Donc à communiquer avec une interface simplifiée à l'aide de pictogrammes quand cela est nécessaire, de visualiser un journal de vie permettant de faire défiler des albums photos de manière adaptée pour conserver les souvenirs et servir de médiateur. Par exemple, Stéphanie, là, qu'on a accompagnée, elle avait fait un album recettes. Et en fait, c'est parce qu'elle voulait pouvoir, avec sa fille, parce que voilà, sa fille était encore petite, et l'idée c'était de pouvoir l'accompagner dans l'apprentissage de la recette familiale, de tel gâteau, de telle recette, et du coup voilà, c'était aussi son héritage. Elle a construit un petit peu son journal de vie comme une forme de tout ce qui lui semblait important, de pouvoir échanger avec sa fille quand elle sera en âge de le faire. Donc les autres fonctions adaptées, donc le clavier alphabétique, l'interface oui/non, les exercices et les séquences dédiées aux séances avec les thérapeutes, donc l'orthophoniste l'utilise pas mal, et puis personnaliser complètement le contenu des éléments de communication ainsi que les éléments du journal de vie. Et c'est vrai qu'au-delà de la prise en charge d'une personne souffrant de la maladie Huntington se fait dans le quotidien, et elle doit évoluer, que ce soit de manière numérique ou dans le quotidien avec des actes très précis, des AESH, des aides-soignantes. On essaye vraiment dans cette expérimentation que l'outil numérique évolue dans le même temps que la maladie. Ce n'est pas un outil qui est vraiment à côté, mais qui fait partie intégrante de la prise en charge de la personne souffrante. Alors, il me semble... On va peut-être mettre la vidéo... Oui. On a la vidéo de Stéphanie utilisant la tablette. C'est lancé de là-haut, il faut qu'on aille à l'ordinateur. Oui. Quelqu'un peut nous répondre? C'est dans mes albums. Tu vas dans tes albums. D'accord. Est-ce que tu veux nous montrer, par exemple, des activités que tu fais à la masse, par exemple? Masse de séjour de Lyon. D'accord. Alors, est-ce que tu peux changer de photo pour nous montrer ce que tu fais? Ah! C'est moi. Et c'est? C'est moi le surf. C'était toi au surf. Et au char à voile aussi. D'accord. Et je reviens là. Et là, je vais montrer un oui-non. Et là, tu veux nous montrer? Oui-non. Oui-non. Donc, par exemple, je peux te poser une question et tu réponds oui ou non. D'accord. Est-ce que tu as fait une séance d'orthophonie aujourd'hui? Oui.
D'accord. Est-ce qu'elle est sympa, l'orthophoniste? Oui, Ouf. oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer autre chose? Par exemple, le clavier, d'accord. Quand on n'arrive pas à parler. Quand c'est difficile de parler, tu peux écrire un mot? Est-ce que tu peux écrire, par exemple, tu peux nous dire comment s'appelle ta fille, par exemple? Effacer. M A H I S. Effacer. Non, c'est pas grave, c'est très bien. S. Effacer. N. F. Effacer. A. Et est-ce que tu peux faire parler? Marina. Maïna, elle s'appelle. Très bien. Est-ce que tu peux revenir en arrière sur le tableau de bord Oui, comme ça, tu maîtrises très bien. Il faut appuyer sur la flèche, d'accord. Très bien. Communiquer. Alors, par exemple, là, tu vas aller goûter, il me semble, tout à l'heure. Oui. Dans mes dents. Ah. Je vois. C'est en arrière, tu crois? Tu veux que je revienne? On va revenir ici. Alors, ça doit être parce qu'on est allé trop loin, regarde. C'est là. Alors, C'est ça. d'accord. Qu'est-ce que tu veux boire ou goûter là? Un verre de jus d'orange. D'accord, tu veux un verre de jus d'orange. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, on va y aller parce que c'est l'heure du goûter. Merci, Stéphanie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, tiens. Voilà, donc vous avez pu voir le portrait de Stéphanie et puis l'usage de la tablette où on peut s'apercevoir que tout cela peut évoluer en fonction des personnes et quand on parlait de l'outil personnalisable, c'est là on voit que Stéphanie utilise pour montrer ses activités ou comme tu parlais aussi des recettes. Oui, et puis des choix qu'elle fait. Alors nous, Stéphanie, on l'a accompagnée à domicile pendant 5 ans. Et puis, on a la chance, en fait, dans les Côtes-d'Armor, mais grâce à l'ERHR, de se connaître, en fait, les établissements et les services qui accueilleront la maladie de Huntington. Et du coup, voilà, on a pu faire une entrée douce à la masse. On a pu travailler pendant 6 mois avec l'appropriation de l'outil, justement transmettre l'histoire de Stéphanie, de mettre en place les choses, de mettre d'abord du répit, de pouvoir de l'accueil temporaire, qu'elle s'habitue. Et cette masse a en plus la spécificité d'avoir maintenant une unité, en fait un secteur où sont les personnes qui ont la maladie de Huntington. Donc c'est quand même une équipe qui est formée, qui est habituée. Et donc l'utilisation de l'outil a été d'autant plus facile, puisque nous, on l'avait mis en place au domicile, et quand elle allait faire des séjours d'accueil temporaire, eh ben, il était rempli, donc on pouvait reparler avec elle de ce qui s'était fait à l'accueil temporaire, ce qui s'était bien passé, moins bien passé, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, hein, on n'est pas au pays des bisounours, hein, il y a forcément des couacs et des choses qui, des fois, vont pas. Ce que disait l'intervenant juste avant, le moindre changement peut venir dévaster une journée parce qu'il y a un petit couac. Il y a une fois, c'était le taxi. Le taxi qui l'avait emmené lui avait dit c'est moi qui viens de chercher, et puis au moment où le taxi est arrivé pour repartir, c'était pas lui, donc elle a pas voulu monter. Donc il a fallu négocier. mais voilà, mais l'outil permet effectivement de pouvoir prendre en compte le parcours de vie d'une personne et pas uniquement une prise en charge dans un endroit. Et il y a aussi ça, cette idée de continuité dans le parcours d'une personne est important, et c'est là-dessus qu'il faut que les choses évoluent. Une personne va être vue au centre de référence, une personne va être vue en hébergement temporaire, une personne va être vue par un neurologue, une personne va être accompagnée par un SAMSA, accompagnée par un cabinet libéral. Et l'idée, c'est que la personne reste propriétaire de ses infos, parce que c'est sa vie, et comment dans cet outil, on peut quand même pouvoir faire du lien
Alors, au-delà des informations médicales, hein, bien sûr, mais du coup, que chacun puisse participer et comprendre ce qui s'est passé dans la vie de la personne au moment où il intervient, c'est important. Donc, on va passer au point de l'évaluation, puisque on est encore dans l'expérimentation. Et pour l'évaluer, donc, elle s'est basée sur 2 volets. Un volet plutôt métrique, enfin, des données métriques et quantitatives, notamment avec une plateforme dédiée pour les professionnels à ce qui rentre leur temps quand ils passent. Il vous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Parfait. On est... donc une plateforme dédiée et des données qualitatives lorsque les données métriques ne sont pas accessibles, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des copiles entre les établissements référents avec le RHR, avec le centre aussi de CARPAP et les ingénieurs pour évaluer ce qui était non évaluable au niveau quantitatif dans le ressenti des personnes. On a eu dans l'expérimentation des gens qui sont décédés, donc il y a eu aussi une baisse de l'activité sur les dernières périodes, c'est-à-dire que ça nous a permis de voir l'utilisation de la tablette et de percevoir quand était judicieux de mettre en place la tablette aussi dans un espace-temps ou un temps vraiment prédéfini qui était important pour la personne. Et puis là, on a donné un questionnaire de satisfaction aux personnes accompagnées, également aux professionnels qui ont accompagné les personnes, aux aidants et aux structures. Et juste, je me permets de rajouter un petit truc, ce qu'on n'a pas dit au niveau des clubs utilisateurs, c'est que les personnes qui ont expérimenté la tablette nous ont fait la demande pour 2 d'entre eux, que ce soit eux qui présentent à de futurs utilisateurs cette tablette. C'est quoi de mieux que quelqu'un qui présente, qui dit bah voilà, moi je m'en sers pour ci, pour ça, et que c'est pas un professionnel qui dit ce serait vachement bien pour vous. Généralement, voilà, le père expert est beaucoup plus facilement reconnu dans l'acceptation d'un outil de ce type-là, parce qu'il y a l'impression qu'ils comprennent mieux effectivement ce qu'ils vivent, et c'est pas faux. Donc nos perspectives 2022-2023, donc une convention d'accompagnement, le coworking, donc c'est le centre d'innovation du centre de CARPAP, afin de déployer et toujours de mettre en avant ce support. Un partage du retour d'expérience, donc on essaye de mettre toujours en place des comités, des copiles pour faire un retour des professionnels, pour toujours perfectionner cet outil. Et là, on est en train de mettre en place des formations donc, via les ingénieurs pour qu'ils puissent former les nouvelles aides-soignantes, les nouveaux aidants qui vont utiliser l'outil, puisqu'avec le Covid, on sait tous qu'il y a eu beaucoup de turnover dans les établissements. Donc, il y a besoin de reformer les personnes, surtout si on veut mettre en place et déployer l'outil. Une formation aussi spécialisée avec les ergothérapeutes ou les orthophonistes et puis toujours un copil pour animer et puis dynamiser cette expérimentation. Donc les suites à donner, c'est comme on le fait aujourd'hui, donc c'est de faire valoir l'expérimentation. On a fait un retour de l'expérimentation à l'agence numérique en santé, qui était très positif la semaine dernière. Et également, donc ne pas hésiter à nous solliciter si vous souhaitez être formé par Life Companion, aussi une structure où l'idée étant de le déployer au-delà de l'échelle régionale, mais nationale, puisque c'est un outil, on est assez sûr de nous, qui peut correspondre à plusieurs personnes, notamment dans l'évolution de la maladie et de la pathologie. En sachant que effectivement, donc cet outil, il a été développé avec une volonté forte d'accompagner les personnes qui ont la maladie de Huntington, mais quand on voit l'outil, pour tous ceux qui sont dans l'accompagnement et de personnes qui ont des maladies neurodégénératives, on voit bien que ça correspond à plein de personnes. Plein. Et du coup, voilà, l'idée que ce soit en open source, ça permet aussi de se l'approprier pour d'autres situations où ça pourrait être pertinent, où il y a des troubles mnésiques, où il y a des troubles de communication, qui permet de faire trace pour la personne. Donc tout est dit, les conclusions. Un projet innovant, une solution intuitive, des professionnels, il faut des professionnels et des aidants qui soutiennent la démarche, et puis un concept qui mérite d'être soutenu et prolongé dans le temps.
Merci à vous. Merci. J'avais une question qui nous a été posée en amont. Comment accompagner les personnes dans la perte de communication verbale? Peut-on anticiper en instaurant des codes? Je pense que vous avez peut-être... Alors, sur la perte de communication, il n'y a pas de solution innovante, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes avec l'outil, avec tous les outils qui sont mis à notre disposition. Chaque personne sera différente et aura sûrement des besoins différents sur un début de perte de communication, mais à partir du moment où nous, on a les premiers signes sur une maladie évolutive, effectivement, on va vers la tablette, puisque ça permet très rapidement de pouvoir apporter une partie de réponse. Et puis c'est aussi, ce qu'on pouvait dire, c'est inciter finement dans l'accompagnement aussi des personnes à utiliser la tablette en amont de la perte de communication. Effectivement, on parle beaucoup d'anticipation. Le docteur Fabrice Boyer en a parlé, vous en avez parlé aussi avec les intervenants de cet après-midi, mais on sait aussi toute la difficulté que l'on a, nous, en tant que professionnels et les accompagnants familiaux, à anticiper une situation et accompagner le malade dans une projection qui est quand même extrêmement négative. Moi, j'avais aussi une question par rapport justement à l'utilisation de la tablette. On voit que Stéphanie a quand même quelques difficultés du fait de ses gestes choréiques au niveau pour inscrire le nom de sa fille. Quand la maladie évolue, est-ce qu'il y a d'autres solutions du coup qui sont proposées plutôt que du coup le toucher avec les problèmes choréiques des malades Huntington? Alors effectivement, après il y a la possibilité de jouer sur les contacteurs. Alors Stéphanie, elle est un peu têtue, donc tant qu'elle peut, elle veut. Voilà, comme beaucoup de monde, au-delà d'être malade. En plus, on est breton, ça n'aide pas. On est têtu. Et du coup, par rapport aux évolutions, en fait, c'est ce qu'on indiquait, c'est qu'il y a la possibilité d'adapter l'outil au fur et à mesure de l'évolution. C'est-à-dire que quand il y a trop de mouvements choréiques, l'idée, c'est de pouvoir aller plutôt vers du contacteur, vers de la souris, pour que la personne, le défilement, pour que la personne puisse choisir. Et puis en termes de communication, on va être plus du coup sur des mots déjà préétablis, même si la communication va être limitée, mais au moins le prénom de sa fille, elle n'aura pas à le taper, il sera dans la banque des mots automatiquement. Donc c'est tout l'intérêt de l'outil. Merci infiniment pour votre présentation.